Mesdames, Messieurs, bonsoir, chers amis des professions libérales, et bienvenue dans ce webinaire qui vous est proposé aujourd'hui par le SNI, soutenu par Digital Wallonia, la région wallonne, en collaboration également avec l'Implib, pour vous, chères professions libérales. Dans 24 jours, nous serons le 1er janvier 2026, et vous n'êtes pas censé sans savoir que la facturation électronique deviendra obligatoire. On en entend énormément parler à la radio notamment, et il y a énormément de spots radio qui en parlent. Vous êtes là aussi aujourd'hui pour faire un petit peu connaissance, si ce n'est déjà fait, avec cette facturation électronique et voir un petit peu le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que nous devons passer à cette facturation électronique? Comment ça fonctionne concrètement? Aujourd'hui, pendant 1 heure et demie, on va parler, et on va reprendre les bases de cette facturation électronique. Et jeudi, on vous concocte un webinaire spécial questions-réponses. Ce ne sera que ça. On va vous mettre le lien dans le chat déjà pour vous inscrire. Jeudi, vraiment, prenez toutes vos questions et posez-les-nous. Alors déjà ce soir, on va déjà répondre à un maximum de questions dans la mesure du possible, mais jeudi, ce sera vraiment une séance dédiée uniquement aux questions et réponses. Donc prenez votre petit carnet, n'hésitez pas à noter toutes vos questions et si on n'y répond pas aujourd'hui, rendez-vous jeudi pour y répondre. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de cette présentation, on va faire un petit tour de la plateforme que l'on utilise aujourd'hui, qui s'appelle Zoom, vous connaissez bien évidemment, dans laquelle il y a un chat dans lequel on dit bonsoir à Aurélie, à Magali, à Philippe, à Emmanuel, à Mélanie, à Patrick, Fabricio, Jean-Marie, Isabelle, ainsi qu'à Guilain et plein d'autres, parce que oui, vous êtes très très nombreux ce soir. C'est un sujet qui évidemment maintient énormément d'intérêt, parce que comme je l'ai dit, c'est dans 24 jours, le 1er janvier 2026, et cette fameuse facturation électronique obligatoire. Le chat, il est là vraiment pour vous. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou comme vous êtes en train de le faire aussi, à nous partager vos bons plans, ce que vous faites déjà, etc. Par contre, si vous avez des questions, mettez-les dans l'onglet Q&R. C'est beaucoup plus simple, pardon, pour nous de nous y retrouver avec cet onglet Q&R. Et puis également, comme on l'a dit, notez-les sur un petit bout de papier pour la séance de jeudi. Et enfin, vous verrez qu'il y a un onglet sondage quiz. On reviendra vers vous aussi pour vous poser quelques petites questions et voir un petit peu votre niveau de connaissance sur le sujet. Voilà, je pense que toutes les modalités d'usage sont remplies. Il ne me reste plus qu'à accueillir notre expert du soir. Il s'agit d'Éric Bertrand, que j'invite à se connecter. Bonsoir Éric. Bonjour Adrien, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Merci, très très bien, très très Alors bien. j'imagine que tu as énormément de boulot en ce moment, Éric, parce que tu es justement consultant en informatique et tu implémentes notamment pas mal de solutions de facturation électronique. Ça doit être un très gros rush pour toi, j'imagine, cette période de l'année. Oui, un des deux plus gros que j'ai pu connaître dans ma carrière avec le fameux bug de l'an 2000 et puis alors cette migration aussi vers la facturation électronique structurée. C'est les deux plus gros événements que j'ai pu connaître dans ma carrière en fait. Bah oui, et donc il y a énormément de monde qui est là pour t'écouter ce soir, parce que j'imagine qu'ils ont plein de questions que je vous invite, comme on l'a dit, à poser dans l'onglet Q&R. Mais avant ça, je t'invite peut-être à partager ton écran pour nous montrer un petit peu la présentation du jour, et on verra un petit peu plus en détail le pourquoi du comment de cette facturation électronique obligatoire. Elle fait un peu peur, parce que je vois déjà une question d'Evelyne qui dit obligatoire pour tout le monde. Alors, non, pas pour tout le monde. Quand on fait simplement ses courses, il n'y aura pas de facture, On va être ce qu'on appelle en B2B, c'est ça? B2C pour ses courses, donc pour les clients normaux, et puis B2B c'est pour les professionnels assujettis TVA. Et donc c'est obligatoire donc, pour le 1er janvier 2026 entre assujettis TVA et à une exception près que je vais citer d'entrée de jeu, à l'exception des articles 44, donc ce sont les personnes qui posent donc des actes thérapeutiques, au sens médical et paramédical du terme, donc logopède, médecin et compagnie, donc qui sont soumis à l'article 44, qui est une exception. Donc j'ai un slide à ce sujet, on y reviendra tout à l'heure. Mais donc c'est pour tous les assujettis TVA, à l'exception donc
des prestations dites de type thérapeutique. Voilà. Donc, Frédéric posait la question, la facture électronique est-elle applicable pour les assujettis franchisés TVA ayant un chiffre d'affaires de moins de 25 000 euros? C'est le cas aussi, donc. Absolument, ils sont tout à fait soumis à cette législation. Donc oui, oui, les franchisés TVA sont bien soumis à cette obligation pour le 1er janvier donc 2026. Et Donc, pour répondre à la question de Claire, assujetti partiel également aussi? absolument, assujetti partiel également. Donc voilà, tous concernés finalement entre assujettis TVA. C'est aussi simple que ça. Voilà, vraiment l'exception pour le médical, hein, donc mais ça je reviendrai dessus, enfin, en tout cas ce qui concerne les soins dits thérapeutiques. Par contre, si voilà, vous êtes dans ce secteur d'activité-là et que vous êtes bien exempté par l'article 44, mais que vous donnez des formations, par exemple, ou vous vendez du matériel en plus, eh bien, vous serez obligé d'y passer pour la facturation et éventuellement la réception des factures afférentes à ces prestations complémentaires ou à ces fournitures de services complémentaires. Donc, je dirais même pour les personnes qui sont a priori exemptées, pour des non-assujettis comme des ASBL aussi, eh bien, vous allez avoir tendance à le faire quand même parce que c'est plus facile, c'est plus pratique, c'est plus simple. Donc, finalement, malgré qu'il n'y a pas d'obligation pour certains cas, eh bien, je pense que beaucoup le feront quand même. Et d'ailleurs, on le voit en pratique puisque dans notre clientèle, on a pas mal d'ASBL qui ne sont pas assujettis à la TVA et qui font le pas quand même de s'inscrire sur PayPal. Et là, j'ai quelques cas d'usage à vous présenter. Voilà, quelques petites anecdotes et histoires à ce sujet. Ben Voilà. alors, on a justement pas mal de personnes qui nous suivent aujourd'hui qui sont issues du domaine médical et donc ben, on reviendra tout à l'heure avec ce fameux article 44 parce que ben, il y a énormément de questions qui arrivent déjà, mais on y reviendra en temps voulu, ne vous inquiétez pas. Et comme je l'ai dit, ben, il y a déjà une session jeudi qui vous sera consacrée vraiment en termes de questions-réponses. On vous a mis le lien dans le chat, on pourra vous le remettre d'ailleurs. Et puis il y aura aussi le 19 janvier ainsi que le 22 janvier un nouveau cycle, hein, on va l'appeler comme ça, d'un webinaire d'une heure et demie vraiment de présentation comme nous sommes ici, avec toujours une séance de questions-réponses qui suivra le jeudi. Donc n'hésitez pas aussi à vous inscrire. Écoute Eric, je te laisse la main. S'il y a des questions qui arrivent, j'interviendrai, ma foi. Ok, on peut peut-être préciser également que le support que j'utilise ici, c'est à grosso modo une soixantaine de slides, vous sera également transmis au format PDF. Il y a dedans également des vidéos explicatives qu'on va voir ensemble. Et donc, ça vous permettra de vous en servir comme référence ultérieurement si vous avez des questions. À l'intérieur donc, de ce support, il y a une série de FAQ, donc de questions-réponses, qui ont été visés et traités par le SPF, par des experts comptables. Donc c'est assez, voilà, assez fourni, assez précis et l'information y est plutôt sûre, elle est même très sûre. Donc voilà. Et comme Petite dans le parenthèse programme, donc vous sur. aurez même le replay aussi demain, en plus des slides. Donc on vous gâte, c'est un peu notre cadeau de Saint-Nicolas en retard, voire de fête de fin d'année en avance, ça c'est un petit peu comme on veut voir. Voilà, absolument. Donc il y a un titre en fait à cette présentation qui a pour objectif de positiver en fait cette obligation. Parce que voilà, il s'agit à nouveau d'une obligation. On se dit qu'est-ce qui nous tombe encore sur la tête avec des complications peut-être. Et on a voulu travailler en fait sur les avantages et l'intérêt que peut avoir la facturation électronique. Et globalement, en fait, c'est une avancée positive en réalité, certes imposée par l'Europe, hein, parce qu'il s'agit d'une initiative européenne, et elle a quand même pour conséquence de faciliter le travail des indépendants et l'acheminement des factures et la fiabilité et la sûreté donc, de cet échange de documentation électronique, de factures électroniques structurées donc par le réseau PayPal. Donc on va essayer de positiver tout ça et de rendre ça finalement digeste, je l'espère. Et puis on va montrer également qu'en pratique c'est très très simple à l'utilisation. Voilà, donc moi je suis informaticien de gestion. Donc c'est un métier qui vise à transposer certainement des obligations légales aux outils informatiques, aux outils digitaux, mais aussi à faciliter en fait le travail des entrepreneurs dans le traitement de leur facturation, de leurs documents d'offres, bons de livraison, bons de commande et de l'intégration de tout ça vers des comptables ou comptabilité.
Donc, j'ai des compétences relativement larges, tant en informatique en gestion commerciale, en business en général, et également en droit ou en comptabilité, où là, je pourrais normalement répondre à la majorité des questions, bien que si à un moment donné, ça devait déborder, ou on pourrait aborder des sujets qui relèvent davantage d'un avocat, bien je saurais m'arrêter à temps. Voilà. Donc, Parfait. voilà, j'ai participé à pas mal de projets, hein. Ça fait 30 ans que je fais de l'informatique de gestion. J'ai informatisé tellement d'entreprises que j'en ai le vertige. Et donc, j'ai participé à des développements divers et variés de RP, de logiciels de gestion, de comptabilité. J'ai quand même voilà, une expérience relativement large, donc je devrais pouvoir répondre à peu près toutes tes questions. Eh bien, parfait. Pour replanter le décor, on parlait tout à l'heure vraiment de qui était concerné, c'est quand même important. Jean-Jacques nous demande si lui, en tant que petite entreprise, SRLU, il n'est pas assujetti à la TVA, donc est-ce qu'il est concerné par cette facturation électronique? Si je reprends notre postulat de base, non. Eh Si? bien, voilà, tout à fait, Adrien, hein, tu as parfaitement raison. Si vous n'êtes pas assujetti à la TVA, donc pas du tout assujetti à la TVA, hein, par opposition aux assujettis partiels, donc si vous êtes pas du tout assujetti à la TVA, dans ce cas, vous n'êtes pas considéré par l'obligation au 1er janvier, vous n'êtes pas concerné, pardon, par l'obligation de l'usage de la facturation électronique structurée PayPal, donc, qui est donc imposé aux assujettis TVA, fussent-ils partiels ou franchisés, tout cela c'est obligatoire, quoi. Toujours à l'exception des articles 44, donc qui font des prestations thérapeutiques comme des kinés par exemple, où eux ils ne sont pas obligés de le faire, mais probablement que beaucoup le feront parce que c'est nettement plus facile et plus simple en fait de bénéficier de ce service et de cet outil, ne fût-ce que par facilité pour recevoir ces factures et aussi par peut-être aisance dans les échanges et les communications qu'ils peuvent avoir avec ces applications et leurs comptables. Ouais. Ça, c'est un point qu'on verra un peu plus tard aussi, c'est que ben, même si vous n'êtes pas concerné, finalement, il y a aussi un intérêt de passer à ces outils pour de la gestion de base, finalement, à ce niveau-là. Alors, pour planter un petit peu le décor, c'est vrai qu'on aime bien un peu comme ça avoir de nouvelles lois qui tombent, et notamment cette fameuse facturation obligatoire. Et donc, vous avez un sondage qui est paru à l'écran où on demande déjà, ben, est-ce que vous savez pourquoi, pour quelles raisons nous adoptons la facturation électronique? Alors oui ou non? Et si oui, dites-nous pourquoi. Alors, il y a déjà une grosse partie d'entre vous qui a répondu à cette question, qui nous dit que non, hein, à quasiment 58% des voix. Et alors, je vais aller voir un petit peu, et je vois qu'il y a encore des petits noms hein, qui arrivent dans l'onglet chat. Non, nous dit Philippe, non, nous dit Kofi. Donc voilà, la majorité de nos participants ne savent pas finalement les raisons pour lesquelles euh, et on va passer obligatoirement à cette facturation électronique. Donc c'est bien de replanter un petit peu le contexte, Eric. Absolument. Donc, c'est évidemment l'objet en partie de cette présentation, hein, c'est en introduction et dans les premiers points, de savoir de quoi il s'agit en fait, hein, d'où est-ce que cette imposition arrive et qui gère et qui est à la tête de tout ça et quel est l'avenir également de ce fameux réseau PayPal et de cette facturation électronique structurée. Donc, on va passer ça en revue avec pas mal de choses en rapport avec l'intelligence artificielle, la sécurité, le stockage, la conservation de vos factures, hein. Vous savez que vous devez conserver vos factures 7 ans, voire plus, hein, suivant la durée de l'amortissement des biens dont vous faites l'acquisition. Et donc, on va discuter un peu de ce qu'est une facture originale. On va discuter également de la question de la souveraineté numérique, donc d'être capable de savoir où sont ces données et éventuellement d'en faire une copie de sécurité ou de le déléguer auprès de fournisseurs de services. On va parler de cas d'usage, on va parler de logiciels, de solutions web, de solutions à installer sur vos infrastructures. Donc, on va essayer de passer ça de manière voilà, rapide d'un côté pour certaines choses, voilà, peut-être plus technique ou théorique, mais dans les slides que je peux vous fournir, il y a des réponses que vous pourrez consulter peut-être ultérieurement ou sur lesquelles je pourrais revenir pendant les questions-réponses de jeudi. Parfait. Voilà, voilà. Alors, Donc, oui.
Ben, je voulais juste rebondir finalement sur ce fameux petit pourquoi, parce qu'on avait quand même pratiquement 40% qui nous ont dit qu'ils savaient pourquoi on passait à cette facturation électronique. Alors on nous dit que ça vient de l'Europe, hein, déjà de base, que c'est quelque chose qui est européen, qui permettrait d'éviter les fraudes et utiliser un format standard, centraliser les flux sur une plateforme et arriver à terme d'établir des déclarations de TVA automatiser, sûreté, faciliter l'acheminement des factures, pour mieux nous contrôler hein, aussi. Ça, c'est finalement une question, enfin, un point qui revient souvent, mais en tout cas, tout ce qui est volonté de l'Europe ressort énormément de notre petit sondage de tout à l'heure, Eric. Oui, c'est clairement une volonté de lutte contre la fraude, hein. C'est vraiment le premier objectif. C'est la raison pour laquelle l'administration donc européenne a voulu, grâce à l'harmonisation de la TVA en Europe, imposer donc l'échange entre tous les assujettis TVA européens des factures électroniques pour le 31 décembre 2029. Donc en fait, nous, le passage en fait à PayPal au 1er janvier 2026, eh bien, on est les premiers de classe en fait, hein. C'est nous qui montrons la route aux autres pays européens. On a les Italiens qui avancent bien également. Et on va suivre alors avec donc France, Allemagne dans les années qui viennent, hein, 27, 28. Et donc on aura les derniers pour 29. Mais donc l'objectif et l'application de la législation à ce sujet, donc c'est bien tous les assujettis TVA européens en ordre de marche pour l'échange de la facture électronique structurée par le réseau PayPal, donc au plus tard le 31 du 12 2029. Donc pour le moment, en ce qui nous concerne, c'est 1er janvier donc 2026 et cette obligation entre assujettis belges uniquement. Donc l'obligation ne touche pas l'envoi des factures vers d'autres abonnés PayPal qui seraient dans d'autres pays d'Europe. Bien sûr que si vous savez envoyer ou recevoir des factures d'Européens par ce biais, bien, naturellement, vous aurez tendance à le faire parce que c'est réellement plus facile, mais ce n'est pas obligatoire au 1er janvier 2026. Ok, à ce niveau-là. Voilà. Alors, vous le voyez à l'écran, et vous l'avez sûrement vu doublement apparaître, nous avons lancé un deuxième petit sondage où on vous demande si vous avez déjà implanté PayPal dans votre activité. Oui, non, ou vous ne savez même pas ce qu'est PayPal, parce que c'est le but aussi de rappeler un petit peu ce que c'est. Donc, dites-nous un peu où est-ce que vous en êtes à ce niveau-là. Pendant que vous répondez à cette question, moi je vais reprendre deux petites questions qui sont arrivées dans l'onglet QR. On parlait que c'était vraiment pour les assujettis TVA. On a quelqu'un ici qui nous dit, je n'ai pas de numéro de TVA, mais un numéro BCE. Suis-je aussi soumise à la facturation électronique? J'imagine que non. Non, absolument pas. Un numéro de BCE peut à un moment donné être affilié à la TVA, donc devenir un numéro de TVA, mais le fait de disposer d'un numéro de BCE n'implique pas qu'il soit assujetti à la TVA. Donc à ce titre, s'il n'est pas assujetti à la TVA, eh bien, il n'est pas concerné par l'obligation donc au 1er janvier 2026. Et alors, si je ne suis pas assujetti, comment faire pour recevoir nos factures électroniques, du coup, nous pose Mélanie. Eh bien, justement, on peut utiliser le numéro d'entreprise pour s'enregistrer sur le réseau PayPal. Donc, en réalité, le numéro d'identification d'entreprise, en fait, sert à s'identifier, à s'enregistrer sur le réseau PayPal, qu'il soit assujetti ou non à la TVA. Et donc, on peut même aller un petit peu plus loin. Il existe une alternative au numéro d'entreprise pour s'enregistrer sur le réseau PayPal pour les cas où vous seriez dans une entité qui ne dispose pas de numéro d'entreprise. Ça arrive dans des cas relativement rares en fait en Belgique, hein, parce qu'on a quasiment systématiquement un numéro d'entreprise. Eh bien, il est possible de s'enregistrer avec ce qu'on appelle un numéro GLN, qui est un moyen d'identifier une entité par un organisme en fait qui a pour vocation d'identifier les personnes et d'attribuer une sorte de numéro qui permet de dire que cette personne est absolument reconnue dans cette entité et identifiée comme étant valable. Et ça permet également de s'enregistrer sur le réseau PayPal. Donc ça, c'est identifié en GLN, mais probablement très très peu utilisé ici en Belgique, mais il y en a. Et donc, je vois une question de Marianne dans le chat. On peut s'inscrire sur PayPal pour anticiper de se lancer comme indépendant. Donc, finalement,
Enfin, c'est ça la question de Marianne, hein, je le précise. Est-ce qu'on peut s'inscrire sur PayPal pour anticiper de se lancer comme indépendant? J'imagine que oui, dès lors. Alors, euh, d'entrée de jeu, il faut qu'on parle solution allez, vis et boulons, je vais dire, je vais passer à l'expression. Donc, en fait, c'est le logiciel que vous allez acheter ou louer, ou la solution web que vous allez utiliser pour faire votre facturation, qui va vous identifier sur le réseau PayPal. Donc, c'est le logiciel ou la solution que vous utilisez qui vous abonne au réseau PayPal. Donc, ça veut dire que tant que vous n'avez pas choisi de solution, vous ne savez pas être présent sur le réseau PayPal. Donc, ce ne sont pas deux démarches séparées de s'identifier sur le réseau PayPal, de s'abonner au réseau PayPal, que de choisir une solution de facturation. C'est la solution de facturation qui vous abonne au réseau PayPal. Donc, vous aurez plutôt tendance à faire le nécessaire pour faire les démarches pour vous mettre comme indépendant, d'enregistrer votre entité à la Banque Carrefour, d'obtenir votre numéro d'entreprise et éventuellement l'enregistrement de la TVA, et puis, grâce à ce numéro, de vous enregistrer sur le réseau PayPal à travers la solution que vous allez choisir, quoi. Ok, parfait. Bon, écoutez, on a répondu à pas mal de questions. On va encore continuer à le faire tout au long de cette présentation. Mais si, par malheur, nous n'avons pas répondu à votre question aujourd'hui, je vous rappelle que on se fera un plaisir d'y répondre jeudi dans une session qui sera dédiée 100% à vos questions. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire avec le lien qui se trouve dans le chat. Eric, je reviens juste sur le petit sondage qu'on venait de poser, hein, savoir s'ils avaient déjà implémenté PayPal ou pas. Ben quand même, un quart de notre audience a déjà implanté PayPal, 25% d'entre eux. 62% nous disent que non, hein, et j'imagine que c'est la réalité de terrain à laquelle tu es confronté au quotidien. Et on a 13% qui nous disent, ben, je ne sais même pas ce qu'est PayPal, donc je pense que c'est bien de recommencer par le commencement et de voir donc ce qu'est PayPal. Absolument. Donc, PayPal, ben voilà, c'est un moyen en fait d'échanger un un fichier XML, d'un émetteur vers un récepteur, et donc d'un logiciel à un autre logiciel, donc d'un programme de facturation à un autre. Et donc, ce fichier, en fait, comme on a des fichiers Excel ou des fichiers Word, en fait, contient de manière structurée l'information de la facture et éventuellement le visuel de la facture, donc on va dire le PDF de la facture. Donc, c'est ça, en fait, la facturation électronique structurée PayPal, c'est l'échange d'un fichier d'un émetteur vers un récepteur dans un environnement sécurisé et avec des interlocuteurs identifiés. Donc, c'est très important, en fait, la facturation électronique parce que le contexte, en fait, d'évolution et de transition digitale nous amène à vouloir évoluer pour être plus efficace, plus performant. C'est plus facile, donc l'échange est plus simple hein, grâce à cet outil. Et en plus, on a une réduction en fait des défis administratifs en termes de traitement de documents, d'ouverture de courrier, de scanning, de transfert vers ses comptables et compagnie. Tout ça a tendance à s'automatiser. Et puis, enfin, c'est une obligation légale au 1er janvier 2026. Donc, c'est aussi se mettre en conformité avec le législateur, quoi. Donc, l'objectif, hein, c'est vraiment la compréhension générale de ce qu'est PayPal et de l'impact aussi de ces automatismes qui vont se mettre en place grâce à cela. Alors, ce que je propose, c'est qu'on fasse un petit saut dans la présentation et je vais aller directement sur une petite vidéo pour présenter en fait l'acheminement d'une facture. Et donc, pour ça, on va utiliser une analogie, c'est l'analogie de l'envoi d'un email en fait. Et c'est une analogie somme toute qui tient la route puisqu'il s'agit pour un émetteur d'envoyer un fichier vers un destinataire, donc en l'occurrence le fichier la facture structurée, le fichier XML. Et là, je vais déjà reculer un petit peu sur la vidéo pour donner un brin d'explication sur ceci. Je m'en pose 2 secondes. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a un émetteur avec son logiciel qui interroge son fournisseur de service. Et ça, c'est comme un email, en fait, puisque si vous utilisez Outlook et que vous avez une boîte mail Proximus, eh bien, votre fournisseur de service, c'est Proximus. Eh bien, donc, vous avez votre logiciel de facturation qui se connecte à son fournisseur de service et qui va interroger le fournisseur de service pour savoir si le destinataire, donc savoir si le destinataire de la facture que je souhaite envoyer est bien disponible et présent sur le réseau. Et donc à partir de là, si c'est bien le cas,
eh bien, l'émetteur a l'autorisation de produire la facture, de la générer. Tout ça se fait instantanément en un clic, évidemment, hein. Donc, vous rédigez votre facture, vous appuyez sur le bouton, le destinataire est identifié et à ce moment-là, on a l'envoi de la facture jusqu'au fournisseur de service du destinataire, puis jusqu'au destinataire. Donc, au même titre que quand vous allez démarrer votre logiciel de relève de mail, eh bien, le destinataire démarre son logiciel de mail et va voir chez son fournisseur de service s'il y a des factures à relever. Et en plus, un accusé de réception est renvoyé vers l'émetteur. Donc, il y a quand même quelques informations importantes. La première, c'est que la facture, elle ne reste pas sur le réseau PayPal, elle transite, elle n'est pas stockée là-bas. Elle va d'un logiciel à un autre, elle est stockée très temporairement chez le fournisseur du destinataire, le temps qu'il aille la relever. Et on a également une information complémentaire, c'est que chaque émetteur ou destinataire, chaque abonné sur le réseau PayPal ont leur propre adresse, comme une adresse email en fait. C'est un peu différent, hein, mais c'est une analogie évidemment. Et donc en fait, il y a quand même pas mal de similitudes en fait dans le processus, si ce n'est que on est dans un environnement tout à fait sécurisé, qu'on ne sait pas avoir de spam, que les échanges sont tout à fait sûrs et ce qui permet d'éviter des blagues enfin des blagues, des drames comme je l'ai eu il y a 3 semaines chez un client où il s'agit d'un garagiste qui donc remporte des enchères régulièrement sur l'achat de véhicules chez un fournisseur et donc il a l'habitude hein, d'utiliser. Il donc remporte une enchère de 15 000 euros. Ce fournisseur lui envoie une facture par email, une boîte mail Skynet. La boîte mail Skynet est piratée, la facture est falsifiée, et à ce moment-là, donc mon client en fait, a fait un virement de 15 000 euros et a perdu cet argent définitivement parce que la facture en fait, avait été modifiée et le numéro de compte avait été changé et avec un cachet en disant attention, changement de compte. Et donc, de bonne foi, il a transmis l'argent au mauvais endroit et c'est de l'argent perdu. Et bien dans le cas de PayPal, en fait, c'est le genre de fraude qu'il n'est plus possible d'avoir en fait. Donc ça, c'est quand même une grosse amélioration en termes de sécurité. Et ça permet aussi de comprendre à nouveau l'analogie avec l'email, à savoir qu'on a un identifiant, à savoir qu'on a un accusé de réception, à savoir qu'on envoie un fichier d'un émetteur ou d'un logiciel de l'émetteur vers le logiciel du destinataire. Donc voilà, pour fixer les idées, pour donner les bases en fait de ce qui se passe en réalité, on a un fichier qui transite et ce fichier est sûr et ce fichier est transmis dans l'immédiat à son destinataire pour peu qu'il démarre ses logiciels et qu'il va voir dans sa boîte s'il a bien reçu une facture. Donc voilà, on voit un petit peu la mécanique finalement qui se cache derrière tout ça. C'est vrai que j'ai eu une remarque tout à l'heure, il est peut-être utile de préciser que, ben, comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, Eric, on ne s'inscrit pas finalement à PayPal, on choisit un outil de gestion qui lui ensuite est relié à PayPal, qui est un réseau finalement. C'est comme ça que ça fonctionne. On ne va pas Absolument. directement s'inscrire auprès de PayPal. Tout à fait, tout à fait. Donc ça reste le boulot que les logiciels doivent être capables de faire, hein, les logiciels qui sont agréés, hein. Je rappelle à ce sujet qu'il y a deux listes, donc une tenue par le SPW et une par le FPF, qui recense en fait tous les logiciels qui sont agréés et liés à PayPal, hein. Donc on y reviendra et vous avez les liens également dans les documents. Ok, parfait. Oui, ces fameux liens que vous retrouvez dans les documents, et donc vous aurez les slides demain à cette heure-ci à peu près, ainsi que le replay. PayPal, justement, on est en plein dedans. Ça veut dire quoi, ce fameux anagramme de PayPal? Pan-européenne Public Procurement Online. Et donc, en fait, c'est un réseau qui a été créé en 2012 donc, par la Commission européenne pour avant tout s'échanger des documents de fourniture de services entre les administrations des services publics européens. Et donc, ils ont élargi en fait les fonctionnalités en allant au-delà de l'échange de demandes de fourniture, en passant par les commandes, les devis, les bons de livraison, des annulations, des documents de paiement et bien sûr la facture qui est maintenant ouverte à tout le monde. Donc c'est une info intéressante, ça veut dire qu'à l'avenir, on pourra faire plus que de faire transiter des factures, on pourra également faire transiter des bons de commande, des bons de livraison et que sais-je d'autre, pour peu que le logiciel soit apte à le faire.
Donc, intéressant également comme perspective pour le futur. Et on pourra voir que ça va bien aider l'intelligence artificielle, en fait, un, que ce soit structuré, deux, que l'on puisse utiliser d'autres logiciels que des logiciels standards de compte de gestion qui incluent des fonctionnalités d'intelligence artificielle et permettent également de traiter des bons de livraison, des offres, des bons de commande ou que sais-je d'autre. Donc, des perspectives derrière ça et un outil qui est tenu par une ASBL belge, qui est soutenu par 17 gouvernements européens, qui vous permettent en fait d'assurer une pérennité en fait du réseau, qui en réalité s'étend au-delà de l'Europe, puisque on a des fournisseurs de services du réseau PayPal un peu partout dans le monde, en Australie, au Canada, aux États-Unis. Donc on peut échanger des factures sur le réseau PayPal bien au-delà de l'Europe. Donc on n'est pas que cantonné à un usage national ou européen, c'est mondial en fait, et avec des perspectives de pérennité et de suites techniques qui sont, je vais dire, assez importantes. Voilà, je ne vais pas plus loin sur ce slide-ci. On parle de normes et de fonctionnalités diverses et variées. Par contre, je vais peut-être un peu m'étendre davantage sur les questions liées Au donc, RGPD. voilà, au Ouais, RGPD. RGPD qui a d'autant plus son importance parce que enfin, toutes les données sont évidemment très précieuses et il faut les protéger, mais d'autant plus ici que nous sommes avec des professions libérales et vous avez quantité de données dites sensibles en votre possession, donc doublement intérêt de protéger ces données-là. Oui, absolument, hein. Donc, le GDPR, donc, hein, donc le règlement de la gestion de la protection des données, en fait, sur les données privées, donc en fait, revêt de la responsabilité de chacun. Donc, en fait, nous sommes responsables de nos données. Donc, quand vous recevez une facture, à partir du moment où elle est stockée sur vos ordinateurs ou sur des logiciels divers et variés, bien, vous devez vous assurer de savoir où sont stockées vos données et être à même d'en faire des copies de sécurité. Donc, une manière de le faire, ben, c'est peut-être de déléguer ça à votre comptable. On peut imaginer l'usage de logiciels qui sont reliés à votre comptable, hein. Les trois gros logiciels utilisés donc en Belgique, c'est Winbooks, Bob et Horus, hein, qui représentent entre 60 et 80% de part de marché ici en Belgique. Et donc, en fait, ils ont tous les trois un logiciel petit frère qui vous permet en fait de vous connecter à PayPal, de recevoir vos factures et également d'en émettre. Mais grâce à cette solution, vous déléguez également chez votre comptable le stockage de vos données et la sécurité de vos données. Donc, vous vous mettez tout en conformité avec la problématique du GDPR. Ça peut être le cas également avec des solutions web que vous pourriez utiliser. On parle de Billit, de Dockle, hein, qui sont des logiciels web qui vous permettent également de vous connecter au réseau PayPal en envoi et en réception. Et donc, vous déléguez également à ces plateformes-là le stockage de vos fichiers. Mais là, il est peut-être important, puisqu'il s'agit d'une solution web, d'en faire une copie de sécurité ou un téléchargement pour soit transmettre à nouveau vers votre comptable ou en faire une sauvegarde sur vos systèmes ou sur des lecteurs peut-être cloud que vous avez l'habitude d'utiliser, toujours stockés sur des serveurs qui résident en Europe, hein, parce que vous ne pouvez pas stocker des données en dehors de l'Europe, hein. C'est ça que ça veut dire aussi donc RGPD. Donc, Effectivement. ouais. Et donc toujours avec cette idée que les données, vous devez les conserver 7 ans à minima, voire plus. Donc si vous faites l'acquisition d'un bâtiment et que vous l'amortissez en 15 ans ou plus, vous devez conserver, c'est ce que le législateur attend de vous, hein, le SPF attend, donc c'est la conservation de vos données à minima 7 ans, voire sur la durée de l'amortissement si c'est plus de 7 ans. Et donc vous devez être à même de restituer votre facture originale. Et la facture originale, à partir du 1er janvier, ce n'est plus la facture papier qui arrive par courrier, ce n'est plus l'email qui arrive, c'est la facture qui arrive par le réseau PayPal, c'est ce fichier XML que vous êtes censé pouvoir restituer en cas de contrôle, par exemple 2 ou 3 ans après la réception de la facture. C'est cet XML l'original et en aucune manière le document papier que vous pourriez peut-être vouloir ou être tenté de réimprimer après avoir reçu votre facture par PayPal, parce que dans la majorité des cas, vous allez pouvoir voir la facture et l'imprimer, mais ça ne sera plus suffisant. Vous ne pourrez plus vous contenter en fait de restituer un document papier
au contrôleur alors qu'il s'agit d'une facture PayPal, vous devrez restituer le fichier XML. Hein. Donc, Ok. la conservation de ces fichiers XML a de l'importance pour vous, surtout du point de vue de l'informaticien ou pour nous, une conservation de 7 ans de fichiers XML, voire de 15 ans, il s'agit d'une éternité. Hein, d'un point de vue de l'informaticien, c'est très long puisque les plateformes, les logiciels, les bases de données, les structures vont évoluer, certaines vont disparaître. Hein, c'est clair qu'il y a des logiciels qui sortent de terre pour le moment, qui essaient de profiter de l'effet d'aubaine du passage à PayPal, mais il y en a certains qui ne survivront pas. Donc, c'est très important de pouvoir faire une copie de sécurité de vos fichiers XML, donc de vos fichiers originaux, hein, de la facture électronique structurée. Donc, tout ça est en rapport, bien sûr, avec le RGPD. Voilà. Ok, parfait. Tu parlais justement, enfin, on en touchait un mot de choix d'outils de gestion et tu as prononcé une profession très intéressante à ce niveau-là, les comptables. Manon nous anticipe déjà un petit peu. Elle dit comment est-ce qu'on choisit l'outil de gestion? Est-ce qu'il faut demander conseil à notre comptable? Et elle va encore plus loin dans cette question. Faut-il le même logiciel que notre comptable d'ailleurs? Alors, dans la mesure du possible, oui, c'est plus confortable d'utiliser le même outil que son comptable. Mais ce n'est pas toujours possible. Donc, si on a un métier spécialisé qui nécessite des logiciels euh, qui ne sont pas soutenus ou qui ne sont pas supportés par les logiciels standards de comptabilité, et dans ce cas, on doit trouver des outils qui permettent de s'intégrer malgré tout au comptable avec une passerelle peut-être, ou avec de l'échange de fichiers, mais on préfère une passerelle. Hein. Donc, si on sait, c'est plus confortable, c'est plus intégré d'utiliser donc dans le cas de Horus Software, hein, pour les logiciels les plus répandus, bien d'utiliser Falco. Dans le cas de Winbooks, bien d'utiliser Winbooks on Web ou la facturation d'Exact. Et dans le cas de Bob, donc d'utiliser Kite avec Bob Desmat. Donc ça, c'est certain que si vous avez des comptables qui travaillent avec ces outils, mais des comptables travaillent encore avec d'autres logiciels, c'est toujours mieux d'essayer, dans la mesure du possible à nouveau, de se tourner vers ces logiciels. Maintenant, on peut prendre un métier comme opticien, par exemple, qui ont un métier très spécialisé où ils vont devoir avoir des fiches clients avec de l'information médicale en rapport avec les problématiques et spécialités de optique de leurs patients ou clients. Eh bien, eux, ce sera compliqué d'utiliser le logiciel similaire au comptable. Donc, il y a des logiciels spécialisés pour ces cas-là. On va, par exemple, prendre le cas du bâtiment. Le cas du bâtiment, et vous avez Virtuosa qui est belge, qui fait des miracles pour le moment, qui intègre de l'intelligence artificielle, qui ont des solutions extraordinaires pour le bâtiment, où on peut avoir un entrepreneur qui se promène sur chantier et parle à son intelligence artificielle, et celle-ci rédige les devis automatiquement. Hein, donc, ce qui est intéressant avec Virtuosa, c'est qu'ils ont prévu des plateformes qui leur permettent d'exporter en fait les données pour les intégrer vers le comptable. Donc, ils ont ce qu'il faut. Donc, on n'est plus sur le logiciel qui est utilisé par le comptable, on est sur un logiciel qui est compatible avec le logiciel du comptable. Et donc là, c'est également une solution alternative aux métiers spécialisés. Et il y a pléthore de logiciels en fonction des métiers. Et donc, en fait, là, à ce moment-là, j'utilise la règle des 3 x 3. Donc 3 x 3, c'est 3 catégories de software et 3 catégories d'interlocuteurs. Première catégorie des softwares, eh bien, ce sont les softwares web, style Docker, Billit, qui sont des applicatifs web qui permettent finalement d'être très rapidement connectés à PayPal. C'est facile, c'est simple, c'est léger, on délègue. On délègue le stockage, par exemple, avec Docker, donc c'est le métier, la conservation de données. Et donc, je vais dire, on est sur la petite solution facile. Ensuite, on aura la solution intermédiaire, c'est celle dont on a parlé avec les comptables, c'est les applicatifs liés au logiciel de comptabilité. Et puis, en troisième lieu, on va avoir les ERP, donc les logiciels de gestion. On peut avoir SAP Business One, qui est vraiment un mastodonte. On va avoir Odoo, on en a tous entendu parler. On va avoir Mercator, on va avoir Virtuosa, dont j'ai parlé, Gecosoft, Astral Software, et bien d'autres encore qui sont des logiciels métiers spécialisés. Donc, ça nous fait 3 catégories de logiciels, donc du web, de l'intégré comptable, de l'ERP, logiciel de gestion, et puis 3 interlocuteurs, c'est
parlez à vos comptables, parlez à vos corporations, parlez à des informaticiens de gestion. Donc, bien, le comptable, en fait, va vous dire tout de suite, mais oui, dans ton métier, bien sûr qu'il faut utiliser le logiciel compatible avec celui de la fiduciaire, hein, qui va être intégré, qui permettra non seulement de faire l'intégration, la liaison des factures pour qu'elles s'injectent automatiquement en comptabilité, en même temps le logiciel d'aller voir et suivre l'encours client, par exemple, et de générer les paiements. Et là, on fait d'une pierre trois coups, puisqu'on a l'intégration comptable, on gère son encours beaucoup mieux et on sait faire les paiements en un clic. Donc c'est pas mal, en plus de se mettre en conformité, on règle quand même pas mal de problèmes en même temps. Donc parlez à votre comptable, parlez à vos corporations, c'est si je ne suis pas en mesure d'utiliser le logiciel de comptabilité, j'ai cité deux, trois exemples, eh bien à travers l'expérience des corporations, de vos collègues, hein, des différentes chambres de métiers ou que sais-je, on a quand même une bonne connaissance, là une bonne culture en général des logiciels qui fonctionnent bien, des expériences qui peuvent être positives. Et puis, en dernier lieu, vous allez avoir des métiers spécialisés. Et là, c'est les informaticiens de gestion. Donc, c'est des gens comme moi. On quadrille tout le territoire. Hein, donc, prenez tous les revendeurs Bob Winbooks au Russe. On est certainement revendeur de ces logiciels, mais on est également revendeur de toute une autre panoplie de logiciels, métiers spécialisés vers lesquels vous pouvez vous tourner pour voilà, répondre à vos cas spécifiques. Donc, la règle des 3 x 3, trois catégories de logiciels, trois catégories d'interlocuteurs. Et avec cette petite grille, normalement, on a déjà des bonnes pratiques pour ne pas se perdre dans le dédale des propositions qui sont pléthores là, sur le marché pour le moment. Alors non, hein, pour répondre à la question de Paul, c'est pas le comptable qui va recevoir directement vos factures, hein. À ce moment-là, il va vraiment vous conseiller dans le choix d'un outil que vous pourrez maîtriser et retrouver des factures. Mais par contre, comme on l'a dit, si vous êtes non assujetti, le format papier reste d'application pour les non assujettis. Ça, vous continuez de faire comme vous avez toujours fait. C'est quelque chose qu'on a précisé en début de webinaire. Je ne me trompe pas, hein, Eric. Tout à fait, absolument. Hein. Donc, c'est une imposition donc, qui est obligatoire pour les assujettis à la TVA, même partielle, y compris les franchisés. La seule exception, ce sont ceux qui sont dans l'article 44, donc prestations thérapeutiques, mais ça ne concerne que les prestations thérapeutiques. Donc, si vous êtes thérapeute et qu'en même temps vous donnez des formations, eh bien là, vous sortez du cadre de l'article 44 et vous êtes tenu à ce moment-là de vous inscrire sur le réseau PayPal et de faire l'envoi, la réception des factures pour tout ce qui concerne ces prestations ou la vente de produits voilà, autres que des produits qui seraient en rapport avec le thérapeutique qui est repris directement dans l'article 44. C'est ça. Donc tout ça est tout à fait cadré. Donc à nouveau, là je vous renvoie vers vos comptables. Si vous avez un doute par rapport à ce que vous faites, hein, si vous êtes bien dans l'article 44, mais tiens, je facture tel type de prestation exceptionnellement, ou là, est-ce que je peux, ou est-ce que je ne peux pas, est-ce que j'ai des possibilités. Cela étant, vous aurez peut-être tendance à vouloir le faire malgré tout, parce que c'est quand même tellement confortable d'avoir toutes ces factures qui arrivent dans une plateforme comme celle-là, qu'in fine, je pense que beaucoup de prestataires thérapeutiques vont aussi s'inscrire sur le réseau PayPal, et j'en ai d'ailleurs beaucoup d'exemples dans notre clientèle. Et justement, enfin, je vois qu'on parle de prestataires thérapeutiques, par exemple, si moi je loue finalement un cabinet à une maison médicale, cette facturation PayPal ne remplace pas un contrat locatif. Absolument, hein, donc ce sont des choses tout à fait différentes. Hein, donc, cela étant, vous pourriez avoir une facturation de prestations en rapport avec voilà, un business center ou une panoplie de services présents dans une maison médicale, mais c'est indépendant et différent d'un bail, évidemment. Oui. On est d'accord là-dessus. On parlait de ce fameux article 44. Comment est-ce qu'on peut savoir si on est dans cet article 44? Céline qui nous pose cette question pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route aussi, parce que tu peux peut-être détailler ce fameux article 44. Alors, donc il y a un slide hein, avec ça où on explique quelques éléments à ce sujet. De toute façon, la règle de base, c'est tournez-vous vers votre comptable. Hein. Donc c'est une question strictement comptable et l'application de cet article est stricte. Donc il faut quand même veiller à ne pas se tromper parce qu'en cas de contrôle, évidemment, ça peut impliquer des requalifications importantes hein, avec des sommes de TVA à repayer. Donc il faut quand même être prudent. Euh, Cela étant,
Donc en fait, la philosophie ou la doctrine derrière cet article 44, c'est les prestations thérapeutiques en fait sont exemptées donc de cette facturation électronique PayPal. Donc la question réside dans qu'est-ce qui est considéré comme thérapeutique. Et donc, Hmm. comme je le disais, donc ça dépend donc des métiers, c'est décrit, et donc parce que bon, il y a vraiment beaucoup de métiers thérapeutiques évidemment, et donc ça dépend donc éventuellement de prestations complémentaires. Comme je disais, la formation, j'ai régulièrement en fait des thérapeutes qui sont dans l'article 44 et qui disent non, la formation je peux, mais en fait c'est pas vrai. Donc la formation, vous êtes tenu de passer par la facturation électronique, c'est assujetti à la TVA, c'est soumis à la TVA, donc là vous basculez dans un régime dit normal quoi, en fait, hein, pour ces prestations-là, quoi, y compris pour l'achat comme pour la vente. Hein, donc voilà. Ok, parfait. Voilà, bon, on a répondu à la question ici. Je vous rappelle que ici, on est dans une session un peu de présentation durant 1 heure et demie de ce qu'est PayPal. Vous avez plein de questions. On va essayer d'y répondre un maximum, mais on vous donne également rendez-vous jeudi à 19 heures pour une session uniquement consacrée à vos questions. Alors, ce qu'on peut retenir finalement à ce stade, c'est qu'on est avec un outil standard et interopérable. Donc, ça veut dire que cette facture électronique est en fait format structuré et compréhensible pour tous les détails qu'elle compose de manière standard, peu importe le logiciel qu'on utilise. Donc, on utilise un logiciel italien, espagnol, français, belge ou que sais-je d'autre. Eh bien, les logiciels seront capables de comprendre l'entièreté du contenu, y compris le détail des lignes. Et donc, en fait, pour des entrepreneurs qui ont des factures conséquentes et sur lesquelles on se retrouve avec pas mal de lignes, eh bien, on a une augmentation, en fait, du niveau de qualité de l'information. Et ça veut dire que à l'heure actuelle, quand on a une facture qui est encodée dans un logiciel de compta et de gestion, eh bien, elle est résumée à une ligne d'imputation. Ce qui est un petit peu maigre quand on voit que dans cette facture, on a parfois 20 lignes, 50 lignes, 100 lignes d'articles avec des prix unitaires, des taux de TVA, des remises ou que sais-je d'autre comme information, comme un libellé long intéressant, ce genre de choses. Eh bien, l'information dans vos logiciels va s'enrichir. Donc, ça va ouvrir en fait des perspectives d'usage de ces données. Et donc, l'information à traiter et à traiter, par exemple, par des intelligences artificielles, vont vous permettre en fait d'extraire de l'information qui était difficile à obtenir par le passé. Et par exemple, c'est des prix de revient. Donc en fait, avec une facture détaillée en achat et vos factures de vente, qui elles le sont par nature détaillées, eh bien, vous pourrez faire travailler une intelligence artificielle qui sera à même de calculer vos prix de revient par produit dans votre logiciel. Et ça, c'est quelque chose de très difficile à obtenir, en fait. Quand on demande à un comptable quel est mon prix de revient sur tel type de produit ou tel type de chantier ou que sais-je d'autre, eh bien, ça lui demande beaucoup de travail statistique et de travaux manuels, puisque dans ces logiciels, il n'a pas le détail des factures. Eh bien là, vous aurez toutes ces informations qui seront complètes dans vos logiciels et ça vous permettra de traiter cette information et d'obtenir une information en temps réel beaucoup plus riche et beaucoup plus complète que ce que vous avez à l'heure actuelle. Ça Donc fait un l'intelligence peu artificielle, écho à ce que tu racontes, Eric, c'est assez intéressant parce que ça fait écho à la question que Pierre nous a posée tout à l'heure. Il demandait quel niveau de détail doit-on inclure dans la facturation électronique. alors, bon, je vais répondre de deux manières, hein, diviser ça en deux parties, la partie légale et la partie, je vais dire, bonne pratique, usage et technique. Donc, les aspects légaux, bien, le contenu d'une facture, il est traité dans l'article 1 du Code TVA, et donc, en fait, c'est relativement, je veux dire, on a pas mal de marge de manœuvre. Voilà, on a pas, voilà, on peut, je ne vais pas dire qu'on peut faire ce qu'on veut, c'est pas vrai, parce qu'il y a des métiers qui sont régulés, il y a toute une série de cas particuliers, mais voilà, c'est assez souple, je vais dire, quant au contenu et à la manière dont on détaille ces factures. On peut vendre, je ne sais pas moi, une réalisation mécanique de 350 pièces
et détailler les 350 pièces, ou on peut dire, ben voilà, il s'agit je ne sais pas moi, d'une petite voiture que j'ai construite et j'avance en une ligne en disant ça c'est une voiture, quoi. Mais donc il n'empêche que dans son logiciel, euh, on a peut-être une gestion des articles, on a peut-être une gestion de stock, on a peut-être la commande ou la facture d'achat complète, détaillée. Et avec ces informations-là, là, on peut faire travailler une intelligence artificielle qui va nous faire des miracles en nous calculant en fait le prix de revient très facilement et surtout quasiment en temps réel. Donc ça, c'est formidable évidemment parce que ça permettra de tirer des conclusions en termes de comptabilité de gestion qui sont très difficiles à tirer pour le moment pour les comptables en fait, hein. On sait que dans la comptabilité aujourd'hui, les comptables ont bien des difficultés à répondre à toutes les échéances administratives obligatoires et ils ont fort peu de temps pour faire de l'informatique de gestion. Et bien, pour faire de la comptabilité de gestion, pardon, et bien la comptabilité de gestion, l'intelligence artificielle va aider les comptables pour sortir rapidement des chiffres. Et si en un claquement de doigts, ils seront capables de demander à l'intelligence artificielle de leur sortir un prix de revient, le comptable, lui, aura toute l'expérience et toute la connaissance et le savoir-faire grâce à la connaissance du dossier, mais grâce à son expérience aussi, pour interpréter ces chiffres également. Donc, ça ne va pas faire le boulot du comptable, bien loin de là, que du contraire. En fait, ça va renforcer la panoplie des outils du comptable qui va pouvoir traiter, donner, soutenir les entrepreneurs avec une information bien plus évoluée, bien plus intéressante à traiter, en tout cas du point de vue de la comptabilité de gestion, quoi. Et cette intelligence artificielle, elle peut aider aussi d'un point de vue lutte contre les fraudes aussi. Absolument. Donc, c'est quelque chose d'intéressant à traiter. Alors, donc, il y a la question de la lutte contre la fraude et la lutte contre donc les fautes ou les erreurs. Donc, en fait, on sait que quelqu'un qui encode toute la journée des factures, il fait entre 1 et 5 d'erreurs. On va dire, oui, attention, ce n'est pas 5 de factures dont le total est faux, hein. Il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit parfois d'un accent dans un libellé, il s'agit d'une virgule pas bien placée, enfin voilà, ça inclut tous ces cas-là. Et donc en fait, l'intelligence artificielle va améliorer la qualité moyenne de l'information et détecter éventuellement les erreurs, des erreurs qui pourraient venir de différences, par exemple, entre un bon de commande et la facture y afférent, ou des bons de livraison et la facture y afférent. Donc là, on aura des capacités de traitement plus évoluées, plus avancées, qui permettront en fait de détecter des erreurs, de détecter d'éventuelles fraudes et de traiter massivement aussi des documents pour extraire en fait la quintessence de ces données pour en obtenir en fait ce qui aurait été volontairement ou involontairement euh, encodé de manière erronée, je vais dire. Ok, parfait. Donc ça c'est pas mal, hein. Oui. Effectivement. On va faire aussi un petit point cybersécurité parce que j'ai vu passer justement dans le chat quelqu'un qui nous disait, ouais, mais on va tout mettre sur un réseau. Est-ce que les hackers ils pourraient avoir accès à PayPal? Justement, l'idée, je me doute, derrière ce réseau, c'est qu'il est hyper sécurisé. Alors oui, absolument. Donc c'est des niveaux de chiffrement élevés, c'est des niveaux d'authentification élevés, de sécurité de transaction élevés également. Donc on est sur un outil qui est sûr, hein. Sûr parce qu'on a pu l'expérimenter déjà depuis 2012. Donc on a quand même l'expérience, hein. Donc sur les logiciels qu'on utilise et qu'on met en service chez nos clients, on a quand même voilà, des gens qui utilisent déjà, pour l'expérience que j'en ai avec nos logiciels depuis 2015, on fait passer des factures par PayPal. On connaît les niveaux de chiffrement, on connaît la question de l'identification, hein, des différentes personnes, on sait qui est qui, hein, sur le réseau PayPal. Donc ça permet évidemment, hein, de bloquer la possibilité d'avoir des gens qui envoient des factures à tort et à travers parce qu'ils seront très vite repérés et très vite identifiés et rapidement expulsés du réseau. D'ailleurs, il y a une responsabilité en cascade qui redescend jusqu'au distributeur de logiciels, hein. Donc, c'est important en fait de savoir qu'il y a une chaîne de responsabilité complète de bout en bout du réseau avec des personnes identifiées, avec une possibilité de faire suivre d'éventuelles sanctions pour chaque maillon de la chaîne. Donc, ça garantit évidemment
je vais dire, un échange sain entre les différents intervenants sur le réseau. Donc c'est plutôt rassurant. Et puis au-delà de l'identification des personnes, la question du chiffrement, des niveaux de chiffrement, de la qualité, de la sécurité des données, du fait que ces données ne sont pas stockées sur le réseau très longtemps. Je veux dire, a priori, c'est stocké le temps du transfert, et puis après, ça peut éventuellement être stocké sur des plateformes en ligne comme Docker ou comme d'autres, mais qui ont des niveaux de sécurité élevés aussi, hein, dont c'est le métier, et qui ont, je veux dire, pignon sur rue et qui assurent quand même une sécurité élevée. Donc on a quand même voilà, des gens sérieux sur lesquels les indépendants, les entrepreneurs peuvent s'appuyer. Tout est dans le choix de vos logiciels et de vos outils. Hein, donc il faut voilà, se tourner vers des bonnes solutions avec des gens que vous connaissez ou sur lesquels vous pouvez vous appuyer avec une certaine fiabilité, une certaine sécurité. Donc tout ça est plutôt rassurant. Disons que la responsabilité en fait revient sur les épaules de l'entrepreneur au moment où les données sont stockées chez lui. Donc vous devez être capable d'en assurer la pérennité, donc de pouvoir récupérer ces données à un moment donné pour les donner à un contrôleur éventuel, hein, donc durant 7 ans et voire plus pour les durées d'amortissement. Et puis, vous devez être capable de les protéger aussi au cas où il y aurait une tentative de hacking sur vos systèmes, si vous les enregistrez sur votre ordinateur, par exemple, ou ce genre de choses-là. Vous devez avoir des antivirus et vous devez montrer que vous avez fait le nécessaire pour protéger vos données, quoi, hein. Donc, c'est à nouveau des questions liées au GDPR, quoi. Effectivement, il faut faire bien évidemment très attention à ces données. On l'a dit, hein, des données qui sont très sensibles, notamment si vous travaillez dans le domaine médical. Et d'ailleurs, ben, on va revenir un petit peu sur les nombreux participants qui sont issus du domaine médical et paramédical ce soir, parce qu'on a Justine qui nous a pris en cours de route et qui nous dit donc les métiers paramédicaux non assujettis à la TVA n'ont aucune obligation à la facture électronique, mais seraient souhaitables. Alors, on va répondre en deux temps. Non, à partir du moment où on n'est pas assujetti, il n'y a pas d'obligation. Après, c'est peut-être souhaitable éventuellement pour la suite des opérations et avoir une meilleure gestion, c'est ça? Oui, tout à fait. Et aussi pour prendre le train en marche au bon moment. Donc en fait, c'est clair que c'est une amélioration technologique. On parle de transition numérique, on parle de fossé digital. Donc ce sont des questions en rapport avec l'évolution. Donc en fait, ça avance très vite, hein, puisque non seulement on parle ici d'un format standard d'échange uniformisé, mais on parle en plus de mettre des couches d'intelligence artificielle, d'échange avec ses comptables. Donc on change quand même d'univers, hein, on évolue quand même fortement. C'est clair que dans les années à venir, des fonctionnalités supplémentaires vont encore venir se greffer à ces outils. Et c'est plus facile en fait de prendre le train en marche, je vais dire, quand il démarre du quai, plutôt que de vouloir le prendre quand il sera à 200 km/h, quoi. Donc c'est clair que dans 2 ans, ça va être plus compliqué de démarrer, puisque les technologies vont faire qu'on aura tellement de fonctionnalités supplémentaires qu'il va falloir bien sûr les apprendre avant d'être opérationnel. Donc pourquoi pas maintenant, même si on n'est pas obligé. Je pense que ça ne, c'est pas quelque chose de compliqué à faire. On peut reparler des articles 44 qui ne sont pas obligés de le faire, ou des petites entités non assujetties à la TVA. Vous prenez un abonnement Docker en réception uniquement qui est gratuit. Euh, c'est un interlocuteur fiable, hein, Docker. Ma foi, ça va vous prendre 10 minutes de votre temps pour vous inscrire et vous pourrez dire que vous êtes sur PayPal. J'ai envie de dire pourquoi s'en priver. Ouais, tout à fait. Alors, je reviens juste aussi sur cette petite parenthèse médicale et article 44. On avait la question de Louis-Nicolas qui disait tout en début de webinaire, les SRL médicales non assujetties sont-elles concernées? Ben, si c'est non assujetti, non, pas besoin. Mais on avait Julie qui disait, ben, exception sauf article 44, accident de travail, CPAS, elle nous clarifie un petit peu sa position un petit peu plus bas, elle nous dit, il est courant de devoir facturer des assurances accidents de travail, des CPAS ou des maisons de repos pour certains patients. Est-ce que tu peux confirmer que cela reste hors PayPal puisque domaine du soin et donc pas de TVA? Oui, donc ça dépend en fait voilà, si l'émetteur est reconnu comme thérapeute et s'il fait bien partie donc, de cette exemption avec l'article 44. Cela étant, facturer les assurances ne sont pas assujetties si l'émetteur ne l'est pas, c'est pas concerné.
Même chose pour les CPS et d'autres. Voilà. L'histoire du CPS, en fait, c'est pas tout à fait clair cette histoire-là parce que les administrations communales et les CPS, en fait, sont censés monter sur le réseau PayPal, quoi. Donc, Ok. elles ne sont plus censées recevoir des factures par un autre billet que celui-là, si bien que euh, on pourrait dire, oui, mais tiens, nous, on n'est pas assujettis, on n'est pas obligé de le faire, mais voilà que notre interlocuteur nous contraint à le faire. Et ça, Ok. c'est un autre cas de figure. Vous devez faire des factures pour la région Wallonne, par exemple, pour donner un cas beaucoup plus ferme. Eh bien, vous êtes obligé de m'envoyer par le réseau PayPal, même si vous n'êtes pas assujetti à la TVA. S'il Ok. s'agit d'une facture, vous allez devoir le faire. Donc là, à ce moment-là, c'est plus une obligation légale, mais c'est votre interlocuteur qui vous impose de le faire. Là, j'ai une petite anecdote, en fait, une ASBL belge qui facture voilà, une facture annuelle de membres, un membership, à une ASBL norvégienne, où on a déjà pas mal de Norvégiens qui sont sur le réseau. Mais donc, en fait, on a une ASBL belge non assujettie et un centre de recherche norvégien qui est non assujetti. Eh bien, les Norvégiens ont renvoyé un mail en disant, écoutez, votre facture au format PDF en pièce jointe, on la refuse. Maintenant, on ne prend plus que nos factures par le réseau PayPal. Eh bien, donc, l'ASBL belge n'a pas eu d'autre choix que de s'abonner au réseau PayPal pour pouvoir envoyer ses factures sur ce réseau. Donc, en fait, c'est l'histoire du pot de fer et du pot de terre. Si vous avez un interlocuteur en face de vous qui vous dit c'est comme ça et pas autrement, c'est à vous d'en tirer les conséquences commerciales. Si vous ne savez plus facturer, vous avez quand même un problème, vous allez devoir le faire, quoi. Donc, c'est un cas de figure qui va se présenter aussi pour certains, dépendant de vos interlocuteurs, de vos destinataires de factures, quoi. Ça fait écho à la question d'Isabelle de tout à l'heure. Elle dit, si tous les pays européens ne sont pas encore sur PayPal, comment fait-on avec les factures intracommunautaires? Oui, donc il n'y a pas d'obligation légale, hein, vous pouvez toujours les traiter comme vous les traitiez avant. C'est certain que bah, si vous avez un interlocuteur qui est assujetti à la TVA, qui est sur le réseau PayPal et qui est, admettons, français, bah, vous aurez plus de facilité à faire les échanges par PayPal et naturellement vous le ferez. Maintenant, ce n'est pas obligatoire au 1er janvier, donc vous pourrez toujours éventuellement bah, les traiter au format papier ou par email ou par pigeon voyageur si vous voulez. Ça reste voilà, ça reste votre choix. En tout cas, donc l'arrêté royal de mise en application du 8 juillet ici 2025 vise la mise en application pour les assujettis belges. Et donc, ça ne concerne pas encore les intracommunautaires, quoi. Donc, c'est quelque chose qui viendra peut-être plus tard, l'obligation entre pays. Eh bien voilà qui répond à la question qui a été posée. Alors, l'idéal, hein, Eric, ce serait de faire un petit tour dans ces applications, histoire de voir comment elles fonctionnent. Mais avant ça, tu voudrais peut-être faire une brève conclusion finalement sur cette fameuse souveraineté qu'offrirait PayPal. Oui, disons que ça vous permet de rassembler en fait vos factures en un lieu. Et la question de la souveraineté digitale, en fait, c'est quelque chose qui est plutôt dévolu au pays. Mais et vous, en fait, savez-vous où sont vos données? C'est ça que ça veut dire, en fait. Mais vos factures, c'est quelque chose que vous devez être capable de restituer à un moment donné. Vous avez des obligations tant vis-à-vis du législateur et de la conservation que du GDPR. Et donc, à ce moment-là, vous devez être quand même capable de savoir où c'est stocké et éventuellement de les récupérer. Par exemple, pour le cas où vous allez vouloir changer de fournisseur de service ou de logiciel. Vous avez un logiciel qui disparaît, vous estimez que la solution que vous avez n'est plus suffisante, eh bien, je veux changer d'outil. Et vous allez peut-être être obligé de faire des copies de sécurité sur l'outil actuel pour pouvoir les transférer vers le nouveau ou en tout cas, à tout le moins, les conserver sur vos plateformes pour pouvoir les récupérer plus tard. Donc la souveraineté, c'est ça. Je veux être souverain de mes données, ça veut dire que je veux savoir où elles sont et je veux savoir comment faire pour les récupérer, quoi. C'est ça. Donc c'est pour tout le monde, ça. Effectivement, ça concerne tout le monde et donc ben, avec ces outils, vous pourrez justement centraliser ces données et savoir, comme le dit Eric, où est-ce qu'elles se trouvent. Alors, on va rentrer un petit peu dans du concret, voir un petit peu comment est-ce que cela fonctionne. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser dans l'onglet questions. Si on n'y répond pas aujourd'hui, comme je vous l'ai promis, on se focalisera dessus jeudi. N'hésitez vraiment pas à vous inscrire à cette session de questions-réponses qui sera uniquement dédiée à vos questions. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, le lien se trouve dans le chat. Alors avant d'aller faire un petit tour dans les cas d'usage et les retours d'expérience comme c'est affiché à l'écran, on va vous poser quand même une petite question, à savoir est-ce que vous assurez
vous-même votre propre comptabilité ou est-ce que vous avez un comptable? Alors, oui, je m'occupe de ma comptabilité ou non, je délègue à un comptable et dites-nous cela dans l'onglet sondage qui apparaît à l'écran. On l'a dit avec Eric que justement le comptable, ce sera un de vos interlocuteurs de choix et prioritaire justement pour l'obtention d'un logiciel finalement, à savoir quel logiciel adapté à vos besoins, à ses besoins, qui est compatible avec le sien. Dites-nous un petit peu. Alors, on a déjà quand même énormément de votes, c'est presque 50-50. Mais la tendance se dégage un tout petit peu à 54%. Notre Ah oui, panel, notre public délègue à un comptable. 55%, je clôture ici. Donc voilà, la donc, majorité d'entre vous, même si c'est une courte majorité ici, donc ce qui veut dire aussi qu'énormément d'entre vous s'occupent vous-même de votre propre comptabilité. oui, hein, donc allez, dans tous les séminaires que je donne à ce sujet, c'est une proportion importante hein, quand même de personnes qui font leur comptabilité ici. Hein, donc, des solutions dédiées hein, existent hein, pour les comptas. Donc, c'est clair qu'une solution web, c'est souhaitable, que ça permet de déléguer le stockage de vos factures électroniques, mais également d'en faire des copies de sécurité sur vos systèmes vous-même. Hein, donc, après, il y a pas mal de solutions qui existent. Disons que ce qu'on entend souvent dans des cas de personnes qui font la comptabilité eux-mêmes, c'est que ils traitent l'émission ou la réception de leurs factures manuellement. Et donc, on a le cas de réalisation de factures de vente, toujours avec Word et avec Excel. Ça, c'est clair que c'est terminé. Hein. Donc, ça, c'est, voilà, il faut dire les choses comme c'est. Ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Ça, c'est fini. Donc, il va falloir passer avec une solution de facturation électronique. Donc, a priori, pour les gens qui font de la comptabilité eux-mêmes, ils peuvent utiliser bien sûr des solutions en ligne, mais vous allez aussi avoir des cas de gens qui vont utiliser Winbooks, Popsy, Bob ou Horus, même eux-mêmes installés sur leur infrastructure. Hein. Euh, disons que la démarche est un petit peu différente pour les gens qui sont en autonomie pour la réalisation de la comptabilité. Hein. Donc, le choix d'un outil adapté en fonction du métier est quand même important. Cela étant, voilà, les plateformes web en ligne comme Bilit, par exemple, sont pas mal. Il y a Accountable qui, lui, va un petit peu plus loin parce qu'on parle de solutions de comptabilité qui vont vous permettre de faire de la facturation et de la réception PayPal, qui est pas mal pour des gens qui font de la compta eux-mêmes, compta simplifiée, pas trop compliquée. Ça fonctionne pour des indépendants, c'est plus compliqué pour des sociétés. La problématique du traitement des dépenses non admises, ce genre de choses-là sont plus compliquées à faire avec un logiciel comme Accountable, mais pour des comptes pas trop compliqués, c'est facile à utiliser, quoi, hein, ça se passe pas trop mal. Quoi. Donc, cela étant, si à un moment donné, ben, vous dites non, là, je vais passer sur un comptable, par exemple. Hein, je fais ma compta maintenant, mais je vais passer sur un comptable et je commence avec Accountable. Vous allez souvent avoir des cas où le comptable va vouloir refaire la compta avec un logiciel style Bobo ou Swinbooks. Quoi. Donc, c'est peut-être le moment de faire un choix aussi, quoi, de ce point de vue-là. Pour ceux qui sont en balance de passer avec un comptable ou non, c'est sûr qu'il vaut mieux anticiper. Maintenant, une solution web, hein, la première catégorie des logiciels, hein, dans mon 3x3, c'est peut-être une bonne solution. Ouais, c'est ça, on l'a dit, hein, vraiment, le comptable comme personne de contact, mais aussi vos fédérations, vos corporations qui connaissent hein, vos besoins et qui du coup sauront vous aiguiller vers le logiciel le plus approprié. Et dès lors, on a une autre question pour vous. On vous demande si vous utilisez déjà une plateforme pour la facturation et ou la gestion de votre comptabilité. Et si oui, laquelle? Eric en a déjà cité quelques-unes. Aujourd'hui, on va voir si ces les applications font écho chez vous. J'ai déjà vu hein, dans les questions que certaines faisaient écho. Hein. On a eu quelques petites questions sur Winbook, sur Docker, etc. On y reviendra tout à l'heure si on a le temps, ou si pas, on y reviendra jeudi, sans faute. Pour l'instant, la grande majorité, je laisse le vote encore un petit peu, mais la grande majorité n'utilise pas de plateforme de facturation ou de gestion de comptabilité. Donc, comme tu l'as dit, Eric, ben, c'est un peu aussi le moment finalement.
fin d'année, bonne résolution pour l'année prochaine, de savoir un petit peu vers quoi est-ce qu'on va s'orienter. Ouais, 65% d'entre vous n'ont pas encore de plateforme pour la facturation ou la gestion de comptabilité. Et alors, je vais regarder un petit peu à ceux qui ont répondu oui, vous êtes 36%. Euh, Vous êtes beaucoup sur Winbooks, Octopus, Pixo, WinAuditor, Winbooks et Lucie. Billit, mon comptable, utilise Odoo, mais je n'aime pas ce support, nous dit un participant. Octopus, Falco, Odoo, Billit, FID Manager, Accountable, comme tu as dit, Codabox, Care Connect, Horus, ClearFact. Ben voilà, il y a quand même énormément Oui, de possibilités. CJ. Fairfax, hein, c'est pas Bob des maths, hein, ouais, absolument. Hein, absolument. euh, donc voilà, Falco qui est celui qui ressort le plus auprès de notre public, Donc Eric. ça, c'est Horus, hein, en fait. Hein, c'est Horus Software qui est dans la fiduciaire et puis Falco qui est le pendant destiné à l'entrepreneur ou à l'indépendant qui réalise ses factures et qui les reçoit sur ce support, mais en étant toujours relié à la fiduciaire pour ces échanges, donc clients fiduciaires qui permettent également de réaliser vos paiements directement dans Falco. Donc c'est une solution intéressante. Si vous savez le faire et que votre fiduciaire utilise Horus, ben voilà, c'est une voie toute tracée, quoi. Mm. Alors, tu as justement des exemples clairs pour nous montrer comment est-ce que cela fonctionne, pour qu'on puisse un peu se rendre compte. J'imagine ils se basent un peu tous sur le même principe qu'on a vu tout à Oui. l'heure. Et puis, bon, voilà, ici, moi, je vais faire une démonstration avec des outils de Winbooks. C'est pas un choix, comment dire, orienté. Tu ne Je fais pas suis de avec la un pub, site. tu n'es pas sponsorisé, c'est Absolument ça que tu veux pas. dire. Voilà, il fallait bien jeter mon dévolu sur une des solutions. On a nous-mêmes des solutions chez nous. J'ai pas voulu prendre nos softwares pour faire la démo. J'ai voulu prendre un des trois génériques pour les comptables. Voilà, les vidéos étaient existantes ici. J'ai travaillé un peu dessus et je trouve que c'est bien pour l'exemple. C'est juste en fait pour que vous vous rendiez compte de ce que ça représente comme travail en pratique. Comment est-ce que ça fonctionne concrètement? On a vu hein, la théorie, on a vu pas mal d'informations, mais finalement, ça a peut-être l'air un petit peu compliqué, un peu vaste, et en réalité, pour l'envoi des factures, il ne s'agit que d'un bouton et la réception, il suffit d'aller au bon endroit et on voit ses factures. Donc finalement, c'est pas compliqué à l'usage. Donc une petite vidéo de démo, ça vaut bien mieux qu'un long discours. Donc ici, comme je disais, donc, hein, on est dans le monde de Winbooks et on va créer deux factures. On va envoyer deux factures à deux destinataires différents. Et ces deux factures, en fait, on va les relever, on va les visualiser sur deux plateformes différentes, une sur un Winbooks Windows classique et une autre sur une version web de Winbooks, donc Winbooks on Web. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on encode une facture, et pour encoder une facture, bien, on doit simplement sélectionner un client, et puis, on peut bien, mettre des références, mettre le délai de paiement, sélectionner ses articles, les quantités, les prix, d'éventuelles remises, les taux de TVA. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est le bouton ici, en dessous, le bouton Send, c'est le bouton Envoi. Et donc, une fois qu'on a rédigé sa facture, on fait Envoi, on voit le sablier. Et tout à l'heure, vous vous souvenez, je vous avais dit, tiens, dans la première vidéo, le logiciel va demander au réseau PayPal si l'interlocuteur est bien présent sur le réseau. Eh bien, c'est pendant ces quelques secondes que ce test a eu lieu et on sait que la facture est d'ores et déjà bien partie, sinon on aurait déjà eu un message d'erreur en fait. Donc on rédige la seconde facture et donc on va pouvoir aller visualiser la relève de ces factures sur ces deux autres plateformes, mais avant, on va pouvoir visualiser sur un autre écran le statut des factures. Donc en fait, il y a une liste des factures envoyées avec son logiciel de facturation qui va nous permettre de voir quel est le statut de la facture, l'accusé de réception, est-ce que ma facture est bien partie sur le réseau. Et donc, ça dépend évidemment des logiciels. Hein. Chaque logiciel va avoir une visualisation du statut et la disposition des boutons seront différents, tout sera un peu différent, mais le principe sera toujours le même. Donc, on a un bouton d'envoi et on a la possibilité de visualiser la liste de ces factures pour constater que celles-ci sont bien parties, ont bien été réceptionnées et ont
bénéficier d'un statut. Donc on le voit ici, il est mis sent ici, et donc elles sont envoyées. Donc ça veut dire que ce sont des factures qui sont bien envoyées. Donc là, on se déconnecte et alors on va aller voir sur une autre plateforme, donc Winbooks Connect en l'occurrence ici, et on va aller réceptionner la facture. Donc on change de casquette, on n'est plus le fournisseur, on est le client, et on voit que la facture est déjà là. En fait, on n'a rien dû à faire, on s'est connecté à sa plateforme, ici en l'occurrence Winbooks Connect, et vous voyez directement votre facture disponible. Et le contenu est visible, et le contenu de l'information, les chiffres, le numéro de TVA, le numéro de compte en banque, tout ça bien, est déjà enregistré dans le système et on voit qu'on a un bouton Send tout comptable ici. Et donc on a la possibilité de l'envoyer directement vers la fiduciaire. Donc ici on va aller vers le logiciel donc Winbooks donc pour la réception de la deuxième facture. Donc sur la réception de cette deuxième facture, eh bien, on est sur un logiciel de comptabilité local qu'on a installé sur son ordinateur, sur son réseau, et on a la possibilité en fait de réceptionner ces factures par le module Virtual Invoice et directement il détecte qu'il y a une facture à télécharger de PayPal et on l'obtient automatiquement. Et là aussi, tout le contenu est reconnu, les dates, les totaux, et on va pouvoir encoder cette facture dans la comptabilité en un clic. Paf, voilà, c'est fait. Elle est dedans. Donc, évidemment, pour le comptable et pour l'injection en comptabilité, c'est hyper confortable, évidemment. Donc, finalement, ce qu'on a vu, c'est que pour la réception de ces factures, il suffit d'aller sur son portail et on les visualise. Et il suffit d'autre part, éventuellement, d'aller sur son logiciel de comptabilité si on en a un et on peut le valider en comptabilité de manière simple et automatique. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que rédiger une facture, c'est rien de très compliqué. Pour ceux qui n'ont jamais fait avec un programme de gestion de compta, on a juste dû sélectionner un client, pointer ses articles et appuyer sur un bouton Envoi à la place du bouton PDF ou imprimé. Et cela étant, vous avez vu que dans ces interfaces, les boutons existent toujours. Donc, si je reviens en arrière, ici, on voit qu'on a un bouton PDF. Donc, on peut toujours faire une facture comme on la faisait avant. Ça veut dire que si mon interlocuteur, mon client n'est pas sur le réseau PayPal, je fais PDF et ça me génère une facture au format PDF que je peux envoyer par email ou que je peux imprimer. Si je vais sur la plateforme de réception, ben, même chose, on pourra voir que cette facture, elle est, voilà, je vais m'arrêter ici, voilà. On voit que cette facture est entièrement reconnue, entièrement validée, il n'y a pas d'erreur possible, elle est à 100% traitée et elle est transférable vers son comptable. Tandis que dans mon autre cas, avec l'application Windows, eh bien, elle est injectée directement dans le programme de comptabilité que j'utilise. Grâce à un bouton magique, en un clic, la facture est injectée. Donc, deux démarches différentes. J'ai une page web, je transfère ma facture vers mon comptable. Ou la seconde démarche, j'ai mon programme de comptabilité, je traite la comptabilité moi-même. Et dans ce cas, ben, j'ai un bouton magique qui me permet de auto-encoder cette facture en un clic. Donc finalement, assez facile. Je ne sais pas ce que tu en penses, Adrien, mais moi je trouve ça plus facile qu'avant. Ben, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est toujours le premier pas qui coûte, finalement, comme tu l'as dit, de prendre le train en marche. Mais ben, j'imagine que à terme, ça permet de gagner énormément de temps aussi, de fonctionner avec ces différents programmes. Beaucoup de gains de temps, de la facilité, moins de tracas de recherche de ces documents. Donc voilà, plus de confort en général. Le traitement des doublons est meilleur. On a régulièrement une objection en fait selon laquelle mais tiens, PayPal c'est encore un vecteur supplémentaire. On a la boîte aux lettres, on reçoit des factures parfois en main propre et puis on les a par email et puis voilà maintenant qu'on les reçoit par PayPal. Et évidemment, ben, pour les logiciels, c'est autant de risques d'avoir des doublons. À l'exception du fait que la facture qui arrive par le réseau PayPal étant tellement complète et dispose de tellement de moyens d'identifier le doublon qu'en fait ça diminue le taux de doublon en réalité. On a une amélioration déjà des comptabilités d'ores et déjà avec ce système. Donc c'est plutôt encourageant de ce point de vue.
Et est-ce que ça permet de réduire des coûts aussi éventuellement? Alors, je suis mesuré à ce sujet parce que on récupère du temps, ça c'est sûr, mais on doit nécessairement le consacrer à d'autres choses qui étaient ou négligées avant ou qui nécessitaient trop d'efforts pour arriver à le faire. Donc finalement, on passe toujours autant de temps à faire sa gestion et sa compta en général. Et dans les fiduciaires, on le voit également, ils ont une récupération du temps sur l'encodage de base, mais voilà, tellement d'obligations et tellement de travaux à faire d'autre part que finalement, on ne peut pas dire qu'on passe je vais dire, un jour par semaine pour traiter sa comptabilité ou un jour par mois pour traiter sa comptabilité à la moitié. Ça, c'est pas vrai. Je ne le vois pas en pratique, en fait, hein. Mais c'est tellement plus efficace là, que ça permet de travailler davantage pour son recouvrement, par exemple, ou pour son nettoyage de sa compta aussi, d'autre part, quoi. Donc, grosso modo, on augmente l'efficacité, la rapidité de traitement, et puis la sûreté, la fiabilité, la sécurité, quoi. Ça, c'est vraiment les 3 points remarquables qu'on constate tous les jours, en fait, hein. Donc, ça donne en fait un retour d'expérience très positif. Donc, on n'a jamais eu de clients jusqu'à présent qui disent oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc, ça ne marche pas après un mois ou quoi, ou des clients qui nous reviennent en disant c'est la catastrophe, c'est moins efficace ou c'est plus lent qu'avant, ou que sais-je d'autre, c'est pas vrai. Donc, ça, on a vraiment que des retours positifs, hein. Donc, en tout cas, pour toutes les panoplies de logiciels qu'on distribue de notre côté, ça fonctionne très bien, quoi, hein. Alors, quand même, par rapport aux questions de coût, hein, qui était, je veux dire, sous-jacent à ta question, ben, on a un coût, hein, sur l'usage de PayPal. En réception, ben, on a le cadre Docker qui est gratuit. On va entendre des gens qui vont dire, tiens, dans Odoo ou dans Falco avec Horus, c'est gratuit. Alors, c'est pas tout à fait vrai pour Falco et Horus parce que vous avez un abonnement de base qui inclut un certain volume de factures. Mais ce coût, en fait, existe à travers ces abonnements. Donc, gratuit, non. Il y a vraiment en réception que des solutions comme, voilà, comme par exemple Hermès, qui sont gratuites, qui dépendent du SPF, mais ils ne souhaitent pas avoir un afflux massif vers eux et la plateforme n'est pas capable de le faire. Vous avez le cas de Dockel en réception qui est gratuit, mais en envoi, c'est payant, hein. Donc, si je prends le cas de Bility ici, mais de Dockel ici, on a donc la gratuité en réception et par contre, on démarre avec un forfait à 3,2 euros par mois pour l'envoi. Donc, c'est quand même des coûts relativement faibles si on veut s'y mettre, si on est des petites structures, quoi, hein. C'est la Alors, question bon, que j'allais te poser, justement. Par exemple, on a Sarah qui nous dit ici, ben moi, je suis petit indépendant, je fais 20 à 30 factures annuelles. J'ai pas spécialement envie de passer du temps en compta. Mon comptable propose Octopus, qui permet en interne d'activer, version interne, bah, c'est pour 50 euros par an, et disposer d'une adresse email dédiée pour activer dans Dockel qui transmettra les documents vers notre logiciel. Cela me semble un bon plan intermédiaire et m'évite de devoir passer du temps d'admin en plus. Qu'en pensez-vous? ben, j'en pense du bien, en fait, parce qu'il s'agit avant tout d'un échange, d'une construction, d'une synergie avec son comptable. Et ça, c'est évidemment l'assurance d'avoir un bon fonctionnement. Et donc, effectivement, on entend en plus parler régulièrement d'Octopus, et pourquoi pas. Donc, si ça vous convient, si par rapport à votre métier, vous n'allez pas être limité dans ben, la capacité du logiciel de facturation ou de la gestion, dans ce cas, allez-y. Et surtout, si vous êtes bien raccord avec votre comptable, c'est une bonne idée, oui, absolument. Ok. On a Isabelle aussi qui dit, bah ouais, moi j'envoie 10 factures par an. Est-ce qu'il y a un moyen d'avoir un système gratuit vu le peu de factures sortantes finalement? Mais ah oui, il y a la question d'Hermès, hein, que j'ai évoquée, mais qui nécessite de devoir réencoder sur Hermès les factures qu'on a peut-être déjà préencodées ailleurs. Euh, voilà, il s'agit d'une plateforme mise à disposition par le SPF. Euh, ils souhaitent même peut-être arrêter à un moment donné Hermès, donc il y a des discussions qui ont lieu avec Bossa à ce sujet. Rien n'est fixe, mais disons que voilà, je ne recommande pas ce genre de solution, puisque allez, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace, de plus sexy, de plus intégré. Donc, je vais dire le plus bas coût, le plus sûr et qui inclut la question de la conservation des documents, hein, donc du stockage des documents à long terme.
Docker, c'est pas mal en fait, hein, parce que c'est leur métier, c'est la conservation documentaire, notamment pour les banques. Et donc là, on a quand même une certaine garantie de pouvoir conserver ces factures électroniques sur cette plateforme pendant un certain temps. Et donc éventuellement, si vous faites un backup en plus, on peut dire que vous résolvez deux problèmes, c'est d'être en conformité avec la législation et en même temps, donc pour le 1er janvier 2026, et en même temps, je vais dire, en corrélation avec la législation également pour la conservation de vos factures. Donc ça résout deux problèmes simultanément. Pour les petites structures, hein, comme je fais 10 factures par an, ma foi, donc ce n'est pas une mauvaise solution. Ok, ben voilà qui répond aux questions qui ont été posées. N'hésitez pas hein, à aller poser toutes vos questions. Il y en a énormément, fatalement. Hein. C'est un sujet ben, qui vous intéresse énormément parce que ben, on est au pied du mur. Le 1er janvier, c'est pour bientôt. N'hésitez donc pas à poser vos questions. Et promis, jeudi avec Eric, on se retrouve à 19 heures pour traiter toutes vos questions. Avant de partir sur la conclusion, je vous ai lancé un petit dernier sondage qui est une enquête hein, de satisfaction finalement. Dites-nous un petit peu ce que vous avez pensé de ce webinaire. En tout cas, nous, on a déjà hâte de vous retrouver jeudi pour traiter toutes vos questions suivant vos cas qui sont ben, tous particuliers finalement. Vous avez tous la réalité de votre propre profession qui est différente de l'un à l'autre fatalement. Et donc, ben, on prendra 1 heure de notre Oui. temps jeudi pour y répondre. Mais je pense qu'il faut aussi insister sur le fait qu'il n'y a pas de solution miracle. Donc en fait, il faut absolument être dans son cas d'usage. Et pour le déterminer, ben, c'est la règle des 3 fois 3 dont je parlais, hein, 3 catégories de logiciels, les web, les logiciels intégrés au comptable et puis ERP, gestion. Et vos interlocuteurs, c'est vos comptables, la corporation, vos collègues et bien sûr les informaticiens de gestion comme moi que vous pouvez consulter pour être certain, je vais dire, de jeter votre dévolu sur la solution la plus adaptée à votre cas d'usage, quoi. Et Donc, aussi, Clémentine nous dit, on parlait de tous ces logiciels, des banques aussi offrent ce genre de service. oui, absolument. Mais en fait, on a le cas notamment de CVC ING qui, eux, proposent une solution et c'est Bilit, hein, dont on a déjà parlé. Donc voilà, ils sont fort axés vers eux, ce qui est très bien. Hein. Donc ça apporte aussi une certaine garantie, une certaine sûreté sur la pérennité de l'outil. Hein. Donc on sait que Bilit, ça tiendra la route normalement, en tout cas économiquement, avec le nombre d'abonnements qu'ils ont pour le moment. On espère bien qu'ils seront encore là dans quelques années. Quoi. Donc Hmm. c'est plutôt rassurant aussi dans la question de la pérennité. En gestion commerciale, ERP, en général, on dit qu'on choisit une solution pour 10 ans. Donc, c'est quand même des choix qui ont une certaine durée, qui ont quand même une certaine importance. C'est comme des outils qu'on utilise régulièrement. Donc, c'est quand même bien de choisir quelque chose qui fonctionne bien, de sympa, de pérenne. Donc, voilà. Parfait. Ben, merci pour la réponse à cette question. Isabelle nous dit aussi, Odoo propose des solutions gratuites. Qu'en pensez? Que pensez finalement des solutions gratuites? Tu l'as dit, il n'y a pas de solution toute faite, pas de solution miracle. Faut voir un petit peu finalement qu'est-ce qui peut s'adapter à nos propres besoins. Si c'est Tout à du fait. gratuit, tant mieux, mais parfois, ben, fatalement, il faut passer le cap du payant. Voilà. Puis, enfin, dans le cas d'Odoo, c'est pas gratuit, c'est plutôt inclus. C'est inclus dans le prix. Hein. Donc, voilà. Il y a un abonnement dans Odoo et donc ils incluent en fait une volumétrie de facturation électronique. Voilà. C'est la même chose chez Falco, par exemple, hein, du côté Horus pour les applicatifs donc intégrés au comptable. Voilà, je pense qu'il faut quand même distinguer le gratuit du inclus dans le prix avec un abonnement. Parce que la question de la qualité de service, hein, j'en parlais avec le cas d'Hermès, qui lui est bien gratuit et mis à disposition pour le SPF, mais dont la pérennité n'est pas assurée et dont la qualité est moyenne. Donc, on préférera peut-être se tourner vers des solutions voilà, d'entrée de marché, mais qui ont une bonne fiabilité, une bonne pérennité, comme Dockel ou comme Billy plutôt. Quoi. Ok, parfait. Eh bien, ce webinaire touche pardon, tout doucement à sa fin. Est-ce que tu as un petit mot de conclusion, Eric, avant ben, de les retrouver et toutes leurs questions d'ici jeudi? Eh bien, voilà, il y a quelques slides de conclusion. Voilà, je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que je rappelle que vous les aurez. Hein. Donc, dans ces slides, voilà, j'ai ajouté voilà, un petit circuit des bonnes questions à se poser pour se mettre en route. C'est déjà pour des structures un tout petit peu plus grosses. Ceci pour le cas de structures donc à gauche plus simples. Hein. Donc, vous pourrez peut-être retrouver un intérêt à suivre ce petit circuit.
Euh, voilà, la synthèse des points clés, c'est certainement que c'est un progrès positif et intéressant et qu'il faut, je vais dire, se lancer le plus vite possible. Il ne faut pas hésiter. De toute façon, c'est le moment de l'action. Je rappelle qu'il y a quand même des amendes prévues par le législateur, hein, donc de 1 500 € pour la première infraction, deuxième 3 000 et ainsi de suite. Hein. Donc c'est sur l'arrêté royal de mise en application du 8 juillet que ça a été publié. Euh, voilà, je pense qu'il faut y aller. Être présent sur le réseau, c'est la première étape à travers l'outil, l'application que vous allez choisir. Je pense qu'avec toutes les clés et tout ce dont on a discuté aujourd'hui, vous avez vraiment quand même des possibilités de choisir. N'hésitez pas à revenir avec vos questions la semaine prochaine, pardon, jeudi, et je pourrai encore vous aiguiller avec des cas d'usage précis. On a de grosses évolutions attendues sur le réseau, sur les fonctionnalités dans les logiciels. Donc c'est important de prendre le train rapidement en route. Hein, donc pour être prêt et vous y faire le plus vite possible, même, j'ai envie de dire, pour ceux qui ne sont pas obligés de le faire pour le 1er janvier 2026, les ASBL, les non assujettis, les médicaux, paramédicaux, allez-y quand même, je pense que ça vaut la peine. Il y a des outils voilà, hein, dont on a déjà parlé qui feront très bien l'affaire. Et ben voilà, pour les questions et réponses, ce sera pour jeudi, parce que je vois qu'il est 20h30 pile, Adrien. Exactement, on aura tenu les clous du timing, mais on a encore énormément de questions auxquelles nous devrons répondre jeudi, Eric, hein. Évidemment, on ne vous laissera pas dans le flou. D'ailleurs, je vous mets le lien dans le chat pour vous inscrire à la session de jeudi. D'ailleurs, dans ce formulaire d'inscription, vous pouvez aussi également, bah tiens, si vous avez oublié de nous poser une question, vous pouvez l'indiquer dans le formulaire d'inscription. Nous, on analysera tout ça. Et je pense qu'on aura déjà une très très bonne base pour commencer notre session jeudi, Eric. Et comme je l'ai dit dans le chat également, si vous n'êtes pas disponible jeudi, n'hésitez pas tout de même à vous inscrire parce que comme pour le webinaire d'aujourd'hui, vous allez recevoir le replay ainsi que bah, le support qui aura été utilisé éventuellement. Donc voilà, vous aurez également toutes les clés en main, même si vous ne savez pas être présent en direct pour nous suivre, vous pourrez a posteriori aller obtenir les réponses à vos questions et puis ben, voir toutes celles qui ont déjà été posées également par vos confrères, vos consoeurs, toutes les personnes ici présentes. En tout cas, on vous remercie d'avoir été aussi nombreux en notre compagnie. On s'engage vraiment à répondre à toutes vos questions jeudi. Et en attendant, ben, Eric, je te souhaite une très belle soirée, tout comme à notre public qui nous a adressé de super résultats pour notre petite enquête de satisfaction. Donc déjà, merci à vous pour ça. Beaucoup de commentaires très positifs dans le chat. Ça fait énormément plaisir, bien évidemment. Eh bien, il n'y a plus qu'à vous souhaiter une belle soirée. À jeudi, Eric, en forme. Prends un Red Bull Jeudi, parce qu'à mon avec avis, il y plaisir. aura beaucoup de choses à dire. Absolument, je répondrai à tout promis. Voilà, bonne Parfait. soirée. Merci beaucoup à toutes et à tous et à jeudi. Bye Au revoir. bye.